Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les 10 000 vues que nous avons fait pour cette seconde vidéo. Continuez à vous abonner en cliquant en bas à droite sur la cloche, à faire des commentaires, en mettant des pouces en l'air aussi. Ainsi, la vidéo sera plus visible, remontera dans les algorithmes. Merci donc infiniment. Les messages, j'ai répondu à un maximum de messages et je vais continuer à le faire, chers amis, avec vous, créer de l'interactivité. Alors pour cette autre vidéo, on va continuer un petit peu dans les domaines qui nous ont fait nous connaître récemment, c'est-à-dire les polémiques sur les franco-maghrébins, mais particulièrement ceux qui donnent de l'urticaire à une certaine élite, ceux qui donnent la partie des maghrébins qui donnent de l'urticaire à une certaine élite, à savoir les Algériens, les franco-algériens ou les Algériens tout court. Alors quand j'entends Péroré l'a ramené une descendante, une fille Le Pen, Maréchal Le Pen, qui la ramène sur l'Algérie en taxant l'Algérie, excusez-moi du peu, d'État voyou. Alors, t'as envie de te mettre en colère en même temps, de rigoler tellement elle est ridicule. Elle est très très mal placée, elle, descendante de tortionnaires, de criminels et de collabos. Elle est très mal placée pour la ramener, cette Marion Maréchal, qui n'a pas mâché ses mots pour essayer de se donner un peu de la visibilité, de l'importance creuse. Hein, c'est un poulpe, hein, cette fille. C'est une blonde, enfin je ne vais pas être méchant, mais bon, c'est une blonde quand même, c'est une Le Pen et elle est très mal placée pour nous donner des leçons. Donc elle peut continuer à jouer du violon ou de la trompette, on s'en tape un peu, mais qu'elle commence d'abord à balayer devant chez elle, avant de la ramener sur l'Algérie, et est un voyou quand même, excusez-moi du peu. Voilà, alors... En ce qui la concerne, je reviendrai, d'autant plus qu'elle défend des gens, hein, le boubou Boualem et son acolyte, les deux sardines qui parlent sous le contrôle de leur souteneur, j'ai nommé Sansal, j'ai nommé Daoud, se rabibocher, s'acoquiner avec des gens pareils, extrême droite et deux franco-maghrébins. On dit ça fait pas bon ménage, c'est pas très bon, ça sent pas très bon tout ça. Alors quand elle la ramène sur État voyou, beaucoup, j'ai entendu aussi parler de la moralité des Algériens en général, sur leur dangerosité, leur violence. Enfin, vous savez, tous les crimes, tout ce qui va mal, c'est plus simplement les musulmans, c'est les musulmans, mais précisément les Algériens. Ils ont choisi effectivement de cibler. Alors, j'ai envie de citer un type merveilleux qui s'appelle le commandant Esdine, qui était un membre important de l'armée de libération nationale, avec cette citation qui dit beaucoup. Il a dit très clairement, nous sommes arrivés avec des fusils de chasse, le 1er novembre 54 pour arriver en 62 à Évian. En deux phrases, il a tout dit. Parti avec presque rien pour se battre, mais la détermination et le courage et la bravoure de la résistance les a menés à négocier avec la France 62. Il ajoutera ceci en ce qui concerne la soi-disant brutalité ou violence qui existerait dans les gènes des Algériens, c'est ce qui est dit à droite à gauche. Il a répondu ceci. Un de nos membres très très important, courageux, sous les ordres du commandant Ali Khodja, avait commis un crime. Il avait assassiné dans la tempête de la résistance algérienne un bébé. Il a été jugé. Pourtant, cet homme qui avait donné de toute sa vie, de tout son courage pour la résistance algérienne, eh bien, a été jugé. Il n'a pas été condamné à mort, mais il a été exclu. Il a été exclu de l'armée de libération nationale et pourtant cet homme a continué à se battre seul et il est mort aussi, les armes à la main, pour l'Algérie, pour son indépendance. Et à partir de ce moment-là, le congrès de la Soummam a interdit à ce que les Algériens, les résistants algériens, effectivement, n'assassinent des gens, ne portent atteinte à la vie humaine sans les avoir jugés. Et celui qui sera le procureur, quelque part de cela, ce sera l'immense Larbi Ben Hidi. Je vous dis ça pour remarquer qu'il y a de la moralité dans la guerre, dans la résistance algérienne, et que si ça n'est pas forcément l'armée la plus morale du monde, elle est loin d'être la pire des armées du monde. Ça, en préambule, pour répondre aux fachos qui parlent d'État voyou. Alors, le Parlement européen, de son côté, lui aussi a apporté son grain de sel. Il a apporté sa cérémonie, chef d'orchestre, etc., pour la défense, liberté d'expression. Pourquoi pas, évidemment, il est dans son rôle, mais je pense que le Parlement européen, dans le contexte actuel de guerre, etc., de tension, de crise économique, de malversation, de corruption, je pense qu'il aurait peut-être d'autres chats à fouetter qu'à vouloir jouer les donneurs de leçons. Mais bref, c'est pas ça. L'autre donneur de leçons, c'est un certain philosophe, un sombre philosophe, un certain affreux Jojo, l'affreux Jojo Bernard, qui l'a ramené aussi en taxant Tebboune, je crois, de petit Tebboune. Alors, il a voulu emprunter à Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo a écrit un livre célèbre pour dénoncer Napoléon III qu'il avait appelé Napoléon le Petit.
Alors c'est Victor Hugo, mais quand Nanar, l'affreux Jojo, veut jouer les Victor Hugo, ça fait un peu ridicule. D'autant plus que, en ce qui le concerne, celui qui dit qu'il n'y a pas de crime à Gaza, qu'il n'y a pas de génocide, je pense qu'il ferait bien lui aussi de balayer devant sa porte celui qui, dans les années 2000, avait fait payer les frais, la rénovation de sa villa à Tanger sur le compte d'Arte, sur le compte de l'argent public, en faisant venir et rénover cette villa par une architecte mondialement connue, une certaine Putman. Mais ça a été fait avec l'argent public. Alors, vous savez, les leçons de morale, etc., comme dirait l'autre, Bella, ou alors Soussem. On la ferme un peu et on passe à autre chose. Avant, il a été relayé par le Zemmour, effectivement, le type qui ne sait plus où aboyer, ou cracher son venin, et quand il s'agit d'Algérie, là, il trouve effectivement, c'était jouissif pour lui de la ramener là-dessus. Donc on ne s'étonne pas de ce concert-là. Le Ciotti et d'autres lascars très très inquiétants, pas très catholiques, pas très moraux sur ce plan-là. Alors ça va continuer un moment, comme je vous le disais, il va falloir avoir la peau dure pour que ça passe, mais les airs de violon et des larmes de crocodile pour défendre cette pseudo-écrivain, il y en aura encore et les attaques seront très basses en ce qui concerne l'Algérie et la prétendue défense de liberté d'expression. Alors, on défendrait, paraît-il, les deux Voltaire. Voltaire à 2 francs, 6 sous. Hein. C'est la comtesse de Ségur, voilà, le niveau c'est la comtesse de Ségur pour ces deux lascars, mais on va les rehausser au rang d'immenses écrivains, et même une demande a été faite pour que Sansal, ou les 100 nifs, comme je disais, rentrent à l'Académie française. Ça a été refusé directement par l'Académie française. Bon, on peut recevoir, mais pas le premier venu quand même. On ne mélange pas les torchons et les serviettes à l'Académie française, et c'est tant mieux pour l'instant. Or, chers amis, vous l'avez compris, dans toute cette polémique fabriquée, construite uniquement dans l'oligarchie, je veux quand même rappeler que chez les Grecs, l'oligarchie, c'était la voyoucratie, c'était la racaille. La racaille qu'on appellerait aujourd'hui la racaille blanc. C'est ainsi que les Grecs taxaient l'oligarchie, c'était la pourriture suprême, la mafia. Voilà, donc cette oligarchie-là, je ne sais pas si elle est mafieuse ou pas, mais en tout cas, elle n'est pas très claire, qui la ramène sur tous les domaines et qui fracasse ça et là quand un ennemi lui déplaît, eh bien c'est le tir groupé dessus. Alors aujourd'hui, on conteste à l'Algérie d'avoir une souveraineté, d'avoir un droit, et d'appliquer la loi en ce qui concerne ses ressortissants. On lui dénie ce droit-là comme si que le colonialisme était encore là. On sent le ton néocolonial, le son paternaliste, ce qui amène finalement au mépris et au dédain, ce qui est inadmissible, bien évidemment. Et ça ne s'applique, ce dédain, ce mépris, uniquement quand il s'agit des Africains et des Maghrébins et des Algériens particulièrement. Donc l'Algérie a compris, elle n'a pas trop répondu pour l'instant à ces attaques très très basses, mais je pense qu'elle réagira concernant les individus, ou alors elle laissera passer, parce que vous connaissez la formule, hein, la caravane passe et les chiens aboient. Poursuivons, chers amis, et je vous remercie encore une fois infiniment pour votre abonnement. Nous sommes à presque 2500 abonnés. Continuez à partager, à vous abonner et faire des commentaires, bien entendu. En ce qui concerne les deux Olibrius qui sont autour de cette polémique, celui qui a volé la vie d'une femme, de Kamel Daoud, qui l'a projeté comme ça dans l'univers médiatique et livresque et soi-disant littéraire pour obtenir un prix, en disant non, c'est sorti de ma tête, mon cerveau. On a envie de lui dire, écoute, tu racontes ça à d'autres, cette femme se plaint, elle est là. Toi, Kamel Daoud, qui a violenté ta femme, qui l'a frappée en 2019, très mal placé pour venir aussi donner des leçons de moralité ou de civilité aux Algériens, aux Maghrébins en général. Donc, un peu de tenue quand même, un peu de dignité, s'il vous plaît. Bref, ces deux gugus me font penser, vous savez, à ces espèces de porcelets, vous savez, les porcelets qu'on embrocherait comme ça, et qu'on ferait tourner tout doucement à la rôtissoire, comme ça, ces deux porcelets, qui seraient très, très heureux d'être dans la rôtissoire, et d'être cuisinés, et de servir comme mets à leur patron. Mais ils sont quand même embrochés, et ils tournent, ils sont très contents d'être exposés comme ça sur la cuisine médiatique. Ils me font aussi penser à une histoire vraie. J'avais rencontré un jour une espèce de brasserie, un type dont le clou du spectacle dans sa brasserie était de faire danser son canard. Mais ce que je vous dis est vrai, il avait mis un canard sur son comptoir
Et les soirs de fête, le clou du spectacle, un petit peu comme une danseuse du Moulin Rouge, il faisait picoler, mais vraiment, excusez-moi de vous le dire comme ça, il saoulait son canard, et au niveau où le canard était complètement bourré, c'était des coins-coins dans tous les bras, puis alors il se mettait à danser dans tous les sens, c'était le spectacle. Eh bien, au bout d'un mois, effectivement, son canard est mort d'une cirrhose du foie. J'ai l'impression que ces deux Gugus sont un peu les canards que j'avais vus à l'époque et qui un jour, effectivement, tomberont d'une cirrhose du foie, d'une cirrhose du cerveau, ou tomberont d'une cirrhose du ridicule qu'on propose comme ça sur les trottoirs médiatiques. Ils sont très heureux d'y être, mais personne n'est dupe du rôle qu'ils jouent, de l'agenda qu'il y a derrière. C'est cette espèce de gesticulation et l'instrumentalisation de ces deux types qui crachent dans la soupe dont ils sont originaires. Autrement dit, voilà, le Maghreb, on peut dire l'islam, etc. Voilà. Alors pour répondre à ça, il y a une façon très très simple de répondre à ça, c'est de répondre par le beau, par la littérature. Alors moi j'aimerais citer très rapidement, en 1930, c'est le centenaire de l'occupation de l'Algérie, et tous les Français ne sont pas des fous d'occupation, de conquête. Il y a un monsieur qui arrive, il s'appelle Edmond Charlot, et il ouvre une librairie à Alger, et là ça va s'appeler Nos richesses. Et le slogan sur sa vitrine c'est un homme qui lit en vaut deux. Et ça va être ce livre, cet homme qui a existé, Edmond Charlot, va publier pour la première fois Kateb Yassine, Albert Camus, et la jeune écrivaine algérienne Kautar Adimi va écrire un livre de ça. C'est une pure merveille, c'est un chef-d'œuvre, c'est un livre de poche, ça coûte pas cher. Vous allez vous régaler de cette histoire vraie autour de cette merveille qui était Edmond Charlot, qui en 1930 arrive et il ne fait pas partie des festivités d'occupation. Il est plutôt là pour rapporter et échanger. Donc lisez ce livre-là. On échange et on répond par la culture, nous, franco-maghrébins, nous, algériens, en citant d'autres auteurs. Alors j'aimerais vous citer Assia Djebar, la merveille des merveilles, c'est-à-dire notre perle, notre académicienne, qui n'a jamais rien lâché et qui va savoir faire dans tous les domaines. Et dans les femmes d'Alger, je crois, elle va écrire, je crois que c'est ça le titre, ouais. Elle va écrire un livre qui est une merveille, qui va parler de la femme et qui va mettre en avant toute cette espèce de dynamisme des femmes qui discutent entre elles, qui sont la mémoire populaire, qui sont la mémoire collective. Et notamment dans un de ses livres, elle va parler de ces femmes qui sont dans les montagnes de Cherchen et qui lui disent « Mais tu ne connais pas Zolira ?» Et en fait, ces femmes qui font revivre la mémoire de ces femmes qui furent des héros, Zolira qui était appelée la mère des maquisards. Dans le même temps, les femmes enchaînent sur la mémoire ancienne qui revient et ils évoquent une autre Algérienne qui a été enlevée, prise en otage par le général Saint-Arnaud en 1843. Saint-Arnaud qui a brûlé l'Algérie, qui a été le premier à faire des chambres à gaz et enfumer des Algériens. Donc un véritable criminel de guerre, et ça veut dire quelque chose, criminel de guerre aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons. Assia Djebar va faire le tour d'un tas de domaines, elle va parler des disparus aussi, dans d'autres œuvres. Tous ces livres sont à découvrir, c'est jamais agressif, c'est toujours subtil et intelligent. Et elle va aussi écrire une pièce à un moment pour aussi défendre la femme sur la lecture, voilà, approximative de la lecture du Coran, notamment après la décennie noire. Elle va écrire un livre où c'est une pièce qu'elle va écrire et qui s'appelle Les fils d'Ismaël dans le vent et la tempête. C'est une merveille et cette pièce va être jouée en Italie en 2000, et elle va mettre en avant une Fatima, qui serait la fille du prophète, qui va interpeller le calife Abou Bakr pour lui dire « Mais de quel droit je n'aurais pas droit à l'égalité pour le partage, pour l'héritage, à l'héritage de mon père, etc. » Très subtil, très fine, qui se mêle aussi à discuter de l'interprétation qu'on peut avoir aussi du Coran. Beaucoup de choses dans l'œuvre d'Assia Djebar. Il ne faut pas en rater une plume, mais c'est comme ça qu'il faut répondre à tous ces gugus. Je vous invite aussi à lire, vraiment j'insiste, à Rachid Boujedra, qui est le mieux, qui a mis une fessée à ces deux gugus suscités, ces deux Olubrius, ces deux Bachibouzouk qui prétendent être la littérature du Maghreb ou les porte-paroles du Maghreb, de la vision moderne, civilisatrice, puisque nous sommes effectivement des arriérés. J'apprécie beaucoup Rachid Boujedra et je vous invite vraiment à parcourir ces livres.
D'ailleurs, au sujet de la Sadjebar, il y a une sociologue franco-marocaine qui s'appelle Kautar Archi qui a écrit un livre formidable dont la référence centrale est justement à Sadjebar qui s'appelle La langue que je parle n'est pas ma langue natale, un truc comme ça. Relisez Kautar Archi aussi, qui est sociologue, qui est une femme talentueuse qui marche sur les pas d'Assia Djebar. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'essaierai de faire plus souvent des vidéos, chers amis. Je vous remercie infiniment. Je voulais vous dire encore plein de choses, mais la vidéo ne dure que 15 minutes. On est arrivé au terme. Je vous embrasse infiniment. Merci de votre fidélité.